Et alors, bonjour Séverine. Bonjour, Tu as un blog qui s'appelle Pour une éducation positive, c'est ça. dans lequel tu traites particulièrement des enfants à haut potentiel. Absolument, oui. Et tu as également des formations en ligne pour les C'est ça. parents d'enfants à haut potentiel. Donc, c'est une formation que j'ai suivie. Oui. Donc, c'est comme ça que je t'ai rencontré, puisque j'ai moi-même un garçon à haut potentiel. Alors, du coup, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je traite dans mon blog. Ouais, j'ai vu. Et du coup, j'avais envie de te poser quelques questions pour que les parents qui lisent mon blog aient un peu plus d'informations. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un enfant à haut potentiel? Alors, le diagnostic du haut potentiel, il est posé après un test de QI. C'est vraiment ce test qui va venir identifier l'enfant comme étant un haut potentiel. Mais ce test-là, il ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit accompagné de toute une recherche au niveau de la personnalité et du comportement des enfants, vraiment par une étude diagnostique large qui va permettre de poser vraiment l'identification du haut potentiel. Ça veut dire qu'un enfant qui est peut-être pas au-dessus de 130, la norme, hein, c'est un QI au-dessus de 130. Un enfant qui va peut-être être à 120, à 125, mais qui va avoir beaucoup de caractéristiques du haut potentiel, on peut considérer en tout cas dans son fonctionnement qu'il aura un fonctionnement d'enfant à haut potentiel. Le diagnostic du QI, en fait, il sert surtout pour l'école, Hmm. malheureusement, parce que les accompagnements, les mises en place spécifiques, les projets particuliers, les PAP, les PPRE, toutes ces choses-là, ils sont mis en place à l'école uniquement si les enfants peuvent, si les parents peuvent justifier d'un test de QI qui va être supérieur à 130. D'accord. Voilà. Et, et très bien. Donc, enfant au potentiel, enfant précoce, enfant zèbre, tout ça, ça regroupe la même notion en fait. Ça regroupe la même notion. En fait, on est en difficulté hein, pour trouver un mot qui parle de ces enfants-là, en sachant que il y a autant de formes de potentiel qu'il y a d'enfants. C'est pas parce il y a une identification qui est faite que forcément on va retrouver toutes les caractéristiques chez tous les enfants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Chaque enfant reste unique malgré le fait qu'ils ont une identification commune. Donc, voilà, les scientifiques et puis les familles, les parents, les associations cherchent un mot pour en parler. Dernièrement, j'ai rencontré Fanny Nussbaum, qui fait partie de l'équipe Sirène avec Olivier Revol, qui, elle, parle de phylocognition. Ah, C'est intéressant aussi parce que là, vraiment, elle s'appuie sur les dernières études neurologiques où il a été démontré maintenant qu'il y a réellement un fonctionnement neurologique spécifique chez ces enfants-là et où du coup, voilà, elle cherche un terme qui regroupe plus quelque chose de neurologique. Donc, on est quand même toujours en recherche au niveau des termes. Après, l'idée, c'est que chaque famille puisse s'approprier celui qui lui convient le mieux. Et puis, encore une fois, qu'on n'oublie jamais que derrière un terme, il y a un enfant et que ça, c'est le plus important quand même. hmm. Alors, par rapport à ces découvertes neurologiques, tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors écoute, l'équipe donc de Psyren, qui est l'équipe de chercheurs reliés au docteur Olivier Revol à Lyon, a mené des études par IRM et où ils ont pu constater effectivement des connexions neuronales qui sont plus rapides, qui sont plus nombreuses. Donc il y a à la fois un nombre plus important, mais il y a aussi une rapidité, une vitesse de traitement de l'information qui est plus rapide. Si vous voulez vraiment en savoir plus, j'ai fait un article sur mon blog qui s'appelle de la phylocognition au haut potentiel, quelque chose comme ça, où j'ai Ok. réexpliqué ce que Fanny a mis en place. Et puis, je devrais normalement recevoir Fanny prochainement en interview, en conférence en duo sur mon blog pour qu'elle vienne nous parler de tout ça, justement. Ah, super. Ok. Donc oui, ça explique pourquoi beaucoup d'enfants, enfin le mien en tout cas, me dit souvent qu'il a le cerveau il a l'impression d'avoir la tête qui va trop vite et que tout C'est ça. ça, ça veut jamais s'arrêter et que C'est ça. En fait, c'est ils fatigant. ont vraiment une hypersensibilité cérébrale qui fait qu'à la fois, ils reçoivent beaucoup plus d'informations que nous. Ça, c'est l'hyperesthésie, c'est-à-dire que chaque stimulation sensorielle va être perçue en même temps. Il ne va pas juste sentir ou juste voir, mais il va voir et sentir. Et
voilà, des petites stimulations que nous, on ne verrait pas, eux, ils vont les recevoir. Donc, il y a plus de stimulations qui arrivent au cerveau et en plus, elles arrivent plus vite. Donc, il y a vraiment cette double vitesse du traitement de l'information qui fait qu'il n'est pas possible pour eux de mettre leur cerveau en pause. D'accord. Donc, effectivement, l'hyperesthésie, c'est quelque chose qui est assez commun aux enfants Oui, précoces, mais aussi aux enfants hypersensibles. complètement. Par exemple, ils perçoivent les sons beaucoup plus forts que nous, peut-être de manière plus subtile. C'est ça, ou des sons que nous, on ne va pas percevoir. Des odeurs aussi, très souvent, ils sont très sensibles aux odeurs, ce qui peut expliquer qu'il y ait des dégoûts pour certaines odeurs qui restent Mm, des incompréhensions pour les parents, mais qui pour eux sont vraiment, les odeurs sont vraiment ressenties très fortes. mm. Et du coup, ça peut générer des dégoûts ou des envies ou des choses comme ça. Je prends toujours l'exemple de mon fils quand il était tout petit, il avait 1 an, je crois. Il était capable de me dire en arrivant dans l'immeuble qui était passé dans l'ascenseur avant nous, simplement aux odeurs qu'il percevait et que moi je ne percevais pas. Ce n'était pas des odeurs de parfum, Ah oui, des odeurs corporelles. Et effectivement, quand on montait après à pied en étage, ben, on rencontrait ces personnes-là. Et effectivement, il avait perçu qui était passé avant. Donc, c'est vraiment une hypersensibilité comme ça qui peut être assez impressionnante. il y a des hypersensibilités kinesthésiques aussi. Oui, au niveau Alors, je du sais que moi, mon fils, c'est les chaussettes, certaines chaussettes, il les supporte pas. Il supporte pas les tours, les cols roulés. Ça, c'est un truc qu'il supporte pas. Et c'est vrai qu'au début, ça m'agaçait. Puis après, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment insupportable pour lui. C'est vrai qu'il y a toujours ces exemples des étiquettes qui reviennent souvent avec ces enfants-là Les parce que je étiquettes qui pense que grattent, oui. les filles ont connu les étiquettes qui grattent ou la couture de la chaussette. Il y a certains enfants qui Ah, portent les chaussettes dans l'autre sens pour ouais, justement qu'il n'y ait pas la couture qui vienne gêner. La chaussure qui serre trop, la manche de veste qui serre trop, tout ce qui serre, tout ce qui contient un petit peu trop, c'est compliqué pour eux. Donc c'est vraiment ça aussi, tu as raison, lié à cette hyperesthésie kinesthésique mm, et qui fait que le contact physique peut être à la fois très intense et du coup très désagréable. mm. Il faut vraiment comprendre que l'enfant, pour qui l'étiquette est insupportable, c'est du papier de verre sur sa peau. Nous, c'est une petite étiquette qui gratouille ou qui chatouille. Oui, Lui, c'est vraiment du papier de verre qui est en train de lui faire mal. Donc, il faut vraiment arriver, nous, à entendre ces difficultés-là. C'est important. c'est ça. Est-ce que tu peux nous citer d'autres spécificités qu'on rencontre souvent chez les enfants à haut potentiel? Alors, ce sont souvent des enfants qui ont un goût pour la lecture ou qui ont appris à lire seuls et tôt. Pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais on trouve assez fréquemment ça. Ce qu'on retrouve très fréquemment au niveau de la construction du langage, c'est que ce sont soit des enfants qui ont parlé très tôt, très rapidement, soit des enfants qui ont parlé tard, mais comme s'ils avaient attendu de maîtriser la syntaxe avant de parler. C'est-à-dire que dès qu'ils vont se mettre à parler, ils vont faire des phrases complètes, ils vont utiliser le je, ils vont utiliser un vocabulaire très riche. Donc on n'est pas forcément dans une acquisition précoce du langage, mais par contre on est toujours dans cette acquisition très mature. Ce sont des enfants qui rarement utilisent des mots bébés, les mots déformés ou les petits mots qu'on utilise pour les enfants, pour les tétines ou pour ces choses-là. Souvent, c'est des mots qu'on n'a pas utilisés avec eux. On s'en rend compte à contre-coup après. Dans les autres caractéristiques, ce qu'on trouve qui est vraiment aussi assez typique quand ils sont vraiment tout bébés, c'est des enfants qui ont un regard qui scrute. C'est des enfants qui s'accrochent beaucoup au regard de leurs parents, au regard des adultes, et qui sont déjà dans cette tentation de maîtriser le monde. Ils ont beaucoup besoin de maîtriser, et ils cherchent vraiment par ce regard scrutateur à analyser chacune de nos expressions du visage, comme si voilà, ils voulaient déjà arriver à tout décoder. Donc ça, c'est vraiment un signe qui revient très très fréquemment, où les parents après coup disent, bah oui, effectivement, je me rappelle même à la maternité, déjà, ils me fixaient ou dans la poussette, ou voilà, c'est vraiment quelque chose qui revient assez fréquemment. Après, dans les caractéristiques des enfants à haut potentiel, on en trouve à peu près 40 de caractéristiques communes. Et encore une fois, c'est important d'avoir toujours à l'esprit que tous les enfants n'ont pas toutes les caractéristiques, mais qu'il faut vraiment arriver à cerner les caractéristiques de son enfant. Mm. C'est vraiment pour moi ce qui prime, tu l'as vu dans ma formation et dans mes accompagnements. On est vraiment sur une individualité et il ne faut jamais le perdre de vue. On a besoin de tous ces repères
de caractéristiques et de portraits comme ça qu'on peut faire plus globaux, mais c'est toujours pour se recentrer au plus près de l'enfant. Ok. Moi, j'ai noté l'anxiété, euh, la difficulté avec l'échec, le perfectionnisme, beaucoup, Exact. la difficulté avec l'autorité, Oui, des enfants je cite ces particularités parce que c'est souvent des choses qui interpellent les parents, qui tu as comprennent pas raison, pourquoi leurs enfants sont complètement réfractaires à l'autorité, par exemple, tout à fait. qui sont très perfectionnistes, qu'ils ont un problème avec l'estime de soi, qu'ils ont une estime assez basse d'eux-mêmes, Oui, et qu'ils ont surtout beaucoup, beaucoup d'émotions, ils vivent des tempêtes émotionnelles. Tu le traites pas mal aussi, ce sujet-là, oui, des émotions. oui, Ils sont complètement submergés par des tempêtes émotionnelles qu'ils n'arrivent pas du tout à contrôler. c'est ça. Et Et en fait, si tu veux, toutes les caractéristiques que tu es en train de donner, là, elles s'entremêlent pour arriver à la tempête émotionnelle. C'est-à-dire que tu as raison, ce sont des enfants souvent qui sont très anxieux et cette anxiété les conduit à vouloir maîtriser le monde et à vouloir maîtriser tout ce qui est autour d'eux, donc à avoir des comportements parfois très autoritaires eux-mêmes, hein, ou très passer pour être insolents auprès des adultes parce qu'en fait, ils sont dans cette tentative de contrôler le monde pour se rassurer. On va être aussi dans cette intensité émotionnelle, effectivement, qui va rejoindre le manque d'estime de soi et qui va rejoindre l'anxiété aussi, qui vont être des sources de stress différentes, qui toutes les unes plus les autres vont générer du stress dans l'organisme de nos enfants pour, à un moment donné, avoir besoin de cette décharge. Et la décharge, bah, effectivement, ça va être la tempête émotionnelle, ça va être le tourbillon, le clash qu'on n'a pas vu forcément arriver, qui n'a pas forcément une raison là tout de suite maintenant. On ne peut pas rattacher forcément à un événement qui vient de se produire, mais qui est vraiment la conséquence de toutes ces caractéristiques et qui ont généré du stress chez eux. alors, c'est souvent des tempêtes émotionnelles qui sont difficiles à vivre pour l'enfant lui-même, puisqu'en fait, il se laisse déborder par quelque chose qu'il ne comprend pas bien, qu'il n'arrive pas à contrôler. Et en plus, il a l'impression que les gens autour de lui ont un regard réprobateur. Il ne plaît pas aux gens, en particulier à ses parents. Et c'est très compliqué aussi pour les parents qui ont dû. Enfin, j'en parle en connaissance de cause. Quand on a un enfant qui a plusieurs tempêtes émotionnelles comme ça, qui fait, enfin, on appelle ça des colères, mais en réalité, c'est vraiment, oui, c'est vraiment des tempêtes émotionnelles plusieurs fois par jour. C'est franchement compliqué à vivre pour un parent Tu aussi. as entièrement raison, c'est compliqué pour l'enfant parce que ça le culpabilise et puis ça ne l'aide pas dans son estime de lui-même parce qu'ils se mettent vraiment dans des états où voilà, ils peuvent se déshabiller. Certains enfants se déshabillent, déchirent leurs habits, vraiment une colère un peu à la Hulk, hein, comme ça. C'est vrai, hein, tu as cette image-là qui vient. Ouais. Donc, c'est très culpabilisant pour eux. Et puis, c'est très difficile à supporter par les parents parce que quand on en est à la première crise le matin, on est encore à peu près frais et on peut encore à peu près gérer. Mais quand on rentre de notre journée de travail, qu'on a nous-mêmes notre propre fatigue, notre propre monde émotionnel qui est aussi bien rempli, c'est très compliqué de supporter les crises de nos enfants, que ce soit le soir ou que ce soit dans la journée, hein. Et c'est aussi légitime, hein. Il faut vraiment que les parents entendent ça. C'est normal d'être épuisé de ces crises. C'est normal d'en avoir ras-le-bol. C'est normal de vouloir que ça s'arrête. On n'est pas des mauvais parents pour autant. Voilà, c'est tout à fait légitime d'être épuisé de ça. C'est important de l'entendre, ça, hein. Bah, c'est bien de le rappeler effectivement parce que c'est vrai qu'on a tendance à, oui, souvent à culpabiliser, et à se dire qu'on n'accepte pas notre enfant tel qu'il est. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de parler du coup de la souffrance à la fois des enfants parce que les enfants souffrent, euh, enfin, peut-être pas tous parce qu'on souvent, enfin, tu expliques aussi qu'il y a plusieurs types d'enfants au potentiel. Il y en a qui s'adaptent très bien. Tout Et à puis, il y en fait. a d'autres qui souffrent de leur différence, de se sentir différents, de ne pas rentrer dans le moule qu'on leur demande, on leur demande de rentrer dans un certain moule, mais eux, ils n'y arrivent pas et du coup, ils en souffrent. Est-ce que tu Oui. peux nous parler rapidement de cette souffrance que peuvent rencontrer ces enfants-là? En fait, cette souffrance, elle est liée à ce que tu dis toi, hein. C'est face à un monde qu'ils ne comprennent pas et qui ne les comprend pas. C'est vraiment cette opposition de deux mondes qui à la fois coexistent, mais restent parallèles, hein, ont du mal à se rencontrer.
Ça s'explique aussi très, très bien par le fonctionnement cérébral de ces enfants. Ils ont une pensée qui est en arborescence. Donc, la pensée en arborescence, elle va faire qu'une idée en entraîne une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Donc, on peut partir du lacet qui est défait à qui fait penser qu'il faut qu'il rachète des chaussures, mais le magasin là-bas, il était fermé. Ah oui, parce que je me rappelle que la route était barrée, et hop, et hop, et hop, et on arrive à parler de tout à fait autre chose que du lacet parce que les idées se sont enchaînées. La pensée des personnes qu'on appelle neurotypiques, hein, des personnes lambda, c'est une pensée analogique, c'est une pensée qui va étape par étape. Donc, on n'est vraiment pas sur ce modèle comme ça où plein d'idées jaillissent comme ça, presque quasi simultanément. On est vraiment dans un modèle, pour passer à l'étape 2, il faut avoir résolu l'étape 1. Donc, c'est vrai que ces enfants-là, ils ont cette différence de mode de pensée qui va bien souvent les mettre en difficulté à l'école, hein, principalement, parce que l'éducation scolaire telle qu'elle est faite actuellement en France, en tout cas, elle repose globalement sur la pensée analogique, donc ils ne rentrent pas du tout dans cette pensée-là. Ça va les mettre en difficulté. Et puis, donc il y a cette première source de souffrance, hein, de fonctionnement de pensée différents. Il y a une deuxième source de souffrance, c'est que ce sont des enfants qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les autres enfants. Alors, certains, oui, et puis parfois, oui. Encore une fois, hein, on ne peut pas être dans les extrêmes. Un enfant au potentiel, il peut parfois partager des centres d'intérêt avec les autres enfants, mais globalement, ou en tout cas quand il est seul avec lui-même et quand il n'a pas de masque social à devoir porter, il n'a pas les mêmes interrogations. Il va avoir besoin de connaître où s'arrête l'univers. Il va être sur des grandes questions existentielles, à partir de quel âge on est adulte. C'est une question qui revient très souvent parce qu'effectivement, hormis l'âge légal, on n'a pas de repères pour ça. Ils vont être dans des questionnements sur leurs origines, sur les origines du monde, c'est des enfants qui bien souvent sont intéressés par l'archéologie, par la paléontologie, par tout ce qui vient expliquer. En fait, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de pouvoir comprendre le monde, de comprendre d'où ils viennent, de comprendre où ils vont. Et tout ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements dans leur esprit et questions qui attendent des réponses. Et parfois, on ne les a pas, donc ça génère de l'angoisse. Hein. Et puis, surtout, ils ne peuvent pas les partager avec leurs petits copains et leurs petites copines parce que les enfants neurotypiques, ils n'ont pas ces préoccupations au même âge. Ils vont les avoir, mais très souvent beaucoup plus tard. Et puis certains ne les auront même jamais parce qu'on peut vivre sans avoir de réponse à ces questions-là. Alors que pour eux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est vraiment quelque chose de vital. Ils ressentent vraiment ce besoin de réponse dans leur chair. On n'est pas juste dans un questionnement intellectuel qui a reçu une réponse et puis on peut passer à autre chose. C'est vraiment quelque chose de prégnant chez eux. Donc ça, c'est vraiment une deuxième source de souffrance pour les enfants. Il y a aussi cette difficulté souvent de compréhension avec les parents, parce que quand on est parent, d'abord on apprend à être parent, hein, on le devient parent, et puis on le devient d'autant plus avec des enfants atypiques, comme tu le traites sur ton blog, parce qu'on n'a pas de repères à côté de nous. C'est-à-dire que quand on a un enfant typique, on va pouvoir, avec notre frère, notre sœur, voir nos nièces, comment ça s'est passé, nos neveux, avoir des repères d'évolution comme ça des enfants. Alors que quand on a des enfants qui sont atypiques, on manque de repères. Et on se sent complètement décalé. Et on essaye de plaquer les repères des autres enfants sur nos enfants qui, eux, ne fonctionnent pas comme eux. Et là, ça génère de la souffrance chez les deux parce que l'enfant ne se sent pas reconnu pour ce qu'il est. Et puis le parent, parce qu'il tape à côté et qu'il se rend bien compte qu'il tape à côté et qu'il se retrouve démuni, en fait. Hein, il se trouve réellement démuni. Donc c'est vrai que la formation que j'ai créée, elle est vraiment axée là-dessus, c'est-à-dire à apporter aux parents les clés de compréhension, alors que ce soit théorique, que ce soit d'un point de vue d'éducation, pour vraiment avoir tout ce bagage-là avec soi et sur soi quand on se retrouve face à son enfant, pour pouvoir avoir des outils à sortir et des outils qui fonctionnent parce qu'ils ont été testés par d'autres familles avec des enfants atypiques. Donc c'est l'histoire de donner un repère. Une fois encore, tu l'as vu, hein, on n'est pas du tout, je ne dirige pas les familles vers ce qu'elles doivent faire, mais je les invite à se saisir elles-mêmes de certains outils, de se les approprier pour qu'ils viennent coller à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Donc il y a cette incompréhension comme ça familiale qui est, je pense, la plus grosse source de souffrance pour à la fois les parents et les enfants.
parce que quand on est parent, on a envie d'avoir une belle relation avec notre enfant, hein, on ne fait pas des enfants pour autre chose, rarement en tout cas. Donc c'est une source de souffrance de ne pas arriver à trouver ce lien qui va nous lier. Et puis pour les enfants, parce qu'ils se sentent seuls très tôt, et ils ont l'impression qu'ils se construisent seuls très tôt, et que ça, c'est très angoissant pour eux. Donc, il y a vraiment cette souffrance-là. Je ne sais pas si c'est celle-ci dont tu voulais parler plus Oui, principalement. oui, parce que c'est vrai que moi, alors, autour de moi, du coup, comme j'ai développé ce sujet-là sur mon blog, j'ai pas mal de parents en fait qui témoignent, à la fois dans mon entourage proche, des gens que je me doutais pas du tout que leurs enfants étaient des enfants à haut potentiel et qui m'en parlent, ou des parents qui laissent des commentaires sur mon blog. Et moi, je constate beaucoup de souffrance, à la fois des enfants et à la fois des parents autour de moi. C'est ce que je constate assez régulièrement. Et puis moi-même, je suis passée par une période assez compliquée, où je me suis beaucoup remise en cause. Et donc j'ai beaucoup apprécié aussi de suivre ta formation et de ton suivi aussi avec tous les conseils que tu as pu m'apporter effectivement pour mieux comprendre mon enfant, comprendre comment il fonctionne. C'est vrai que c'est essentiel de comprendre comment il fonctionne pour réussir à avoir des réactions qui sont adaptées à lui, parce que finalement, on se rend compte que parfois, on lui demande des choses qu'il n'est pas capable de faire, qu'il n'est pas capable de donner, et que lui, ça engendre de la souffrance chez lui, et ça engendre de la souffrance chez nous aussi. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de recréer ce lien de confiance et de respect entre les parents et les enfants, pour vraiment ne plus se demander si même la question du haut potentiel devienne secondaire, et qu'on soit vraiment focalisé sur qui est mon enfant, quels sont ses fonctionnements, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'accompagner sur ce chemin-là. Parce que, comme je l'ai dit, des enfants à haut potentiel, il y en a autant qu'il y a d'enfants. Ils ont des caractéristiques communes, certes, mais pas forcément de la même intensité non plus, et pas de la même manière. Et puis, ils sont dans des familles qui ne sont pas les mêmes, donc avec des histoires familiales qui ne sont pas les mêmes, avec des héritages familiaux qui ne sont pas les mêmes. Et on sait bien que tout ça, ça influe aussi sur notre façon d'être parents. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, quelque chose aussi qui est source de souffrance, c'est les a priori contre lesquels à la fois les enfants et les parents d'enfants à haut potentiel doivent lutter. Parce que même si on est maintenant quand même dans une information qui est de plus en plus accessible, malgré tout, on est encore beaucoup confronté au fait que le haut potentiel, c'est le surdoué. Donc c'est celui qui n'a pas de difficulté, c'est celui pour qui tout roule, c'est celui pour qui l'avenir est tracé, c'est le futur chirurgien, le futur avocat, et les parents qui, eux, sont en difficulté avec leurs enfants, du coup, sont dans cette culpabilité de dire mais je ne peux pas me plaindre puisque mon enfant, il a tout pour réussir. Or, effectivement, il a tout. C'est pas pour autant qu'il va s'en servir, c'est pas pour autant qu'il sait comment s'en servir, et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas en difficulté réellement dans l'éducation de votre enfant. Donc, il y a vraiment a priori là qui est une grande source de souffrance. On le voit souvent à l'école, mais pas uniquement, parfois avec des amis, parfois avec la famille, où c'est vraiment ce regard-là qui est porté en disant oui, c'est le petit génie de la famille. Et voilà, moi, elle galère à l'école, les résultats scolaires sont pas bons, j'ai quand même beaucoup plus de soucis à me faire que toi. Eh bien non. Et puis les enfants au potentiel, parfois, ils sont pas bons à l'école, justement, du fait de cette pensée en arborescence qui n'est pas la même. Parfois, ils n'arrivent pas à s'adapter au moule scolaire, et il faut quand même savoir qu'il y a 90% des enfants au potentiel qui se trouvent en échec scolaire. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'est aussi cette incompréhension-là de l'entourage, c'est aussi une source de souffrance. J'ai dans mon entourage aussi une maman d'un enfant à haut potentiel qui est au collège et qui est en décrochage parce qu'il fait une phobie scolaire. Je crois que c'est pas rare non plus chez ces enfants-là de faire des phobies scolaires. Ouais, la phobie scolaire, elle est assez fréquente chez ces enfants-là. On peut le comprendre par différentes choses. C'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce groupe école, ils ne se reconnaissent pas dans le fonctionnement des autres enfants, dans le fonctionnement des apprentissages. Et comme ce sont, comme tu le disais tout à l'heure, des enfants qui sont très perfectionnistes et qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes, ils sont très vite très perturbés par tout ça. Parce que quand on n'a pas confiance en soi et quand on est très inquiet des changements et de si on est aimé ou pas, ce sont des enfants qui ont beaucoup besoin de se sentir aimés pour avancer, eh bien ça met vraiment à mal les enfants. Ils peuvent développer effectivement une phobie scolaire qui est vraiment une phobie
au lieu école, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une phobie des apprentissages. C'est des enfants que quand on les récupère en instruction en famille, par exemple, ou voilà, qu'on poursuit l'enseignement ailleurs que dans l'école, ont le goût des apprentissages. C'est le cadre dans lequel on leur propose de le faire qui n'est pas forcément adapté. Ceci dit, il existe des structures maintenant qui accueillent uniquement les enfants à haut potentiel. J'en profite juste pour dire deux mots là-dessus en vous invitant à être très vigilant parce qu'il faut faire vraiment très attention au projet de ces écoles. Est-ce qu'on veut vraiment avoir des enfants qui soient hyper performants au niveau scolaire et qui n'ont rien construit d'eux-mêmes ou est-ce qu'on préfère que au niveau scolaire ce soit plus mitigé mais qu'il y ait une construction d'eux-mêmes qui soit plus solide pour leur vie d'adulte après? Donc effectivement, ça peut être tentant. Il y en a certaines qui sont très bonnes, hein, qui allient vraiment ces deux aspects-là de la personnalité. Mais voilà, méfiez-vous des usines à surdoués qui veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus au niveau intellectuel et qui en oublient tous les côtés affectifs, tous les côtés psychologiques du haut potentiel. Et qui sont pourtant extrêmement prégnants chez ces enfants-là. Complètement, et qui pour moi, tu le sais, hein, sont même la base de tout. Parce que sans cet équilibre-là de trouver, les apprentissages sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. Ils sont moins disponibles aux apprentissages et ils ont les compétences, ils les ont, on sait qu'ils les ont, on sait que c'est possible pour eux. C'est vraiment cette partie psychologique qui est importante à construire pour qu'ils puissent y accéder facilement justement au reste, quoi. Alors pour terminer, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux parents qui ont des enfants, alors atypiques, on va dire, sans enfermer forcément dans le haut potentiel, mais qui ont les difficultés qu'on a citées tout à l'heure? Oui, mon premier conseil, ce serait, je l'ai répété plusieurs fois au cours de cette interview, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Apprenez à connaître votre enfant. Détachez-vous de ce qu'il devrait être, de ce que la société pense de ce qu'il devrait être, de ce que les grands-parents pensent de ce qu'il devrait être. Et attachez-vous déjà à faire sa connaissance, à le connaître lui tel qu'il est, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et on en a tous, il en a aussi qui sont différentes. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de s'attacher à accompagner cet enfant-là et de sortir des a priori. Hein. Ça, ce serait vraiment mon premier conseil. Le deuxième conseil, moi, j'utilise beaucoup les outils de l'éducation positive. Tu l'as vu, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la formation. Ce sera vraiment de se mettre en dynamique de projet avec ces enfants-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien parce que nous, déjà, ça nous porte. Donc, on limite la souffrance des parents parce qu'on a quelque chose auquel s'accrocher. Et puis, les enfants, ils sont très friands de ça parce que les enfants atypiques, ils aiment bien pouvoir s'évaluer. Donc, d'être dans une dynamique de projet et d'être avec nous dans cette dynamique de projet, ils vont vraiment pouvoir s'en saisir. Donc, mon deuxième conseil, ce serait celui-là. Alors, on n'est pas obligé, quand on est parent, d'avoir des grands projets. On n'est pas obligé de partir sur l'avenir, sur ce que je voudrais qu'il soit quand il sera grand. Non, demain. Quel est le petit progrès qu'il peut faire déjà demain? Et puis, ça vous permettra ensuite à vous de vous poser la question de quel outil est-ce que je peux mettre en place pour l'aider à accomplir ce petit progrès. Et puis, c'est parfois demander un troisième conseil, ce serait de faire confiance à nos enfants. Ils ont parfois des ressources insoupçonnées. Et quand on en croit en eux, quand on a confiance en eux, ça les porte parce qu'eux, ils n'ont pas du tout confiance en eux. Donc, de voir que quelqu'un leur fait confiance, ça, c'est quelque chose qui les booste beaucoup et qui contribue à fabriquer une estime de soi un petit peu plus solide que ce qu'elle n'est. Donc, faites-leur confiance. S'ils sont en difficulté maintenant, croyez au fait qu'ils ont les ressources pour dépasser ces difficultés. Croyez au fait que vous avez les ressources. Tu parlais de ma formation et de l'accompagnement qu'on a eu ensemble. Tu as déployé des ressources très importantes pour accompagner Sacha. Voilà. Et tu as ces ressources en toi, ton fils a ces ressources en toi. Moi, je me positionne vraiment dans un accompagnement de tout ça, c'est-à-dire d'être celle qui a un petit peu de recul et qui peut pointer les petites choses comme ça, et qui peut donner quelques outils, mais en aucun cas celle qui sait, ça jamais. Vraiment celle qui peut accompagner. C'est vraiment une notion qui est importante pour moi. Et puis, le dernier petit conseil, ce serait ne restez pas seul. Faites-vous aider. Alors, il y a des associations qui peuvent vous aider. Il y a maintenant des groupes Facebook. Alors,
On n'aime pas, hein, c'est toujours un peu mitigé. Je suis aussi moi mitigée, mais quand vraiment on se sent isolé, ça peut être un premier pas vers une communication. Et puis, faites-vous aider. Il y a des professionnels qui sont là, qui vous jugeront pas. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Par exemple, il y a les orthophonistes qui peuvent vous aider, il y a les psychomotes qui peuvent vous aider. Il y a tout un réseau de professionnels. Il faut que vous choisissiez un professionnel avec qui vous vous sentez bien, en qui vous pouvez avoir confiance. Et surtout éviter les gens qui vous diront il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Voilà, faites-vous accompagner par des personnes qui ont cette humilité-là de ne pas savoir à l'avance, mais de juste voilà, pouvoir être accompagnant. Et surtout ne restez pas seul, ça c'est vraiment important parce que la solitude des parents, elle est dramatique dans ces situations-là. Hein. Il faut vraiment pas hésiter à se faire aider quand on en ressent le besoin. C'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est un mauvais parent. S'il vous plaît, sortez cette idée-là. On n'est pas un mauvais parent parce qu'on est en difficulté. On est justement un bon parent parce qu'on se rend compte qu'on est en difficulté et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, c'est ça aussi qui fait la qualité d'un parent. Voilà pour mes petits conseils. Bon, ben merci beaucoup, Séverine. Merci Donc, à je toi. rappelle l'adresse de ton blog. Donc, c'est www pour une éducation positive avec des tirets. Voilà, c'est www.pouruneéducationpositive avec des tirets. Vous trouverez plus facilement mon nom et mon prénom en recherche Google. Séverine Guy. Donc, voilà, vous tapez Séverine Guy, G-U-Y dans votre barre de recherche et vous allez me trouver. Vous allez me trouver soit sur Facebook, soit sur directement le blog, mais ce sera une façon de me contacter. Ok. Voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Séverine, pour toutes ces réponses. Je pense qu'ils vont beaucoup déjà apporter un premier niveau d'information aux parents qui sont, comme tu disais, seuls, qui se posent beaucoup de questions et qui ont besoin effectivement de mieux comprendre leurs enfants. C'est ça. Merci, Merci. Séverine.